Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va traiter du chapitre B4.3, maladies infectieuses chez les bovins. Et là, on va parler surtout des maladies infectieuses chez la vache adulte. On a vu déjà la première partie qui était la prévention. On a parlé des maladies infectieuses chez le veau. On va donc s'attaquer au problème des maladies infectieuses chez la vache. Le principal étant le problème de mammites. Les objectifs, ils sont décrits dans le manuel, on passe vite à travers. Différencier les divers types de mammites et prendre les mesures correspondantes pour les guérir. On a vu déjà en première année qu'on a différencié les mammites entre les mammites aiguës et les mammites chroniques. Là, on va encore affiner cette différenciation. Prévenir les mammites sur votre exploitation en prenant des mesures ciblées sur les voies d'infection des agents pathogènes. Reconnaître un animal souffrant de kératoconjonctivite infectieuse, donc là on ne parle plus rien de la mamelle, mais on parle des yeux. C'est la fameuse maladie du chamois que la plupart d'entre vous ont certainement déjà eu à faire. Traiter ces kératoconjonctivites, prévenir ces infections oculaires. Kératoconjonctivite, ça veut dire que la cornée est infectée et les conjonctives, la muqueuse qui habille la cavité de l'œil, est aussi infectée. Reconnaître une vache qui avorte ou qui souffre de métrite et prendre les mesures adéquates, eh bien ça on en a beaucoup parlé déjà dans le chapitre B3.1, donc on va passer assez rapidement là-dessus. Prendre les mesures de prévention contre les dartres et les verrues, donc on parle de maladies de la peau. Les dartres et les verrues sont des maladies infectieuses, les dartres c'est dû à un champignon, les verrues c'est dû à un virus. Vous savez prendre les mesures nécessaires pour les guérir dès que vous en détectez sur les animaux. Et on va aussi parler, de façon assez rapide quand même, des principales affections des onglons et des bovins qui sont d'origine infectieuse. Donc là, on parlera surtout du mortellaro et du panari. Évaluer correctement le risque d'importer la dermatite digitée, ça c'est un synonyme pour la maladie de mortellaro, en cas de déplacement d'animaux. Vous savez prendre les mesures d'entretien des onglons appropriées afin de limiter au mieux la propagation de la maladie, mais ça c'est quand même plutôt matière de troisième année. On commence par les mammites. Les mammites sont généralement provoquées par des infections bactériennes. C'est avant tout des infections bactériennes. Il y a de temps en temps des virus qui peuvent provoquer des mammites. Une autre exception, c'est les levures, qui ne sont pas une bactérie, mais qui sont un champignon, qui peut aussi provoquer des mammites souvent aiguës. Mais l'immense majorité des mammites sont dues à des bactéries. Et le 99% de ces bactéries, elles pénètrent dans le tissu mammaire par la voie d'entrée qui est le canal du Treillon. On parle aussi de sphincter, c'est pas tout à fait juste. Le sphincter, c'est le muscle qui ferme ce canal. Donc la voie d'infection principale, c'est le canal du Treillon. Qu'est-ce qu'il y a comme défense dans cette zone-là? Eh bien, il y a d'abord ce fameux muscle, le sphincter, qui est censé fermer ce canal entre les traites. La peau qui habille ce canal est aussi un moyen de défense. Cette peau, vous avez des cellules en surface qui se kératinisent et à chaque traite, la couche supérieure de cellules est évacuée avec les bactéries qui essayent de s'y accrocher. Donc le fait de traire une vache matin et soir, ça élimine aussi ces bactéries qui essayent de remonter. C'est aussi une défense contre les infections de la partie interne de la glande. Il y a aussi une défense qui vient par en haut. Vous avez dans le lait des substances antimicrobiennes, ça s'appelle des leucotriènes, qui ont aussi un certain effet antibiotique. Et là, il y a probablement des variations génétiques entre les vaches. Il y a probablement des vaches qui ont des meilleures défenses avec ces substances antimicrobiennes que d'autres, ce qui peut parfois aussi expliquer les différences d'une vache à l'autre. La traite est un moyen de défense. Le fait de vider la mamelle, s'il y a des bactéries qui ont réussi à passer la barrière, à se développer dans ce lait, eh bien ces bactéries-là, par chaque traite, elles sont éliminées. Et il y a toujours des bactéries qui vont passer. Ça ne veut encore pas nécessairement dire qu'elles vont provoquer une mamite, mais vous aurez toujours un peu de bactéries dans le lait. Et vous avez ces fameux globules blancs qui font partie du système de défense, donc que vous retrouverez dans le lait. Même un lait sain, vous avez un petit peu de globules blancs, c'est normal. Mais si vous avez une infection, que les bactéries sont en train de déclencher une inflammation, vous aurez beaucoup plus de globules blancs qui vont essayer de combattre cette infection, d'où l'augmentation des cellules. Donc lorsque les cellules dans le lait augmentent, c'est avant tout ces globules blancs. Il y a aussi un petit peu de cellules formatrices du lait, mais c'est avant tout des globules blancs.
Les réactions défensives du corps, elles sont liées à 3 niveaux. Tout d'abord, lors d'une infection, il y aura déclenchement d'une inflammation. Donc le corps va réagir à ces bactéries qui s'attaquent au tissu mammaire en faisant une inflammation. C'est les fameux symptômes d'une inflammation. Lorsque c'est aigu, vous aurez de l'enflure, de la douleur, de la rougeur et la température sera augmentée. Les fonctions seront altérées, donc le lait ne sera plus d'une bonne qualité, la mamelle ne travaillera plus comme il faut. Ça, c'est lorsqu'on a un processus d'inflammation lors de mammites aiguës. Lors de mammites chroniques, où les symptômes sont moins marqués, l'inflammation est parfois aussi présente, mais beaucoup moins marquée. Vous avez ensuite une défense locale, cellulaire, qui est justement garantie par ces fameux globules blancs. Ces globules blancs, on a vu ça en première année, ils sont capables de phagocyter, de digérer ces agents pathogènes, ça veut dire de les absorber, puis de les détruire. Et c'est pour ça que lorsque vous avez une infection bactérienne dans la mamelle, les globules blancs augmentent. Enfin, vous avez une défense immunitaire. Humorale, c'est les productions d'anticorps. Donc, c'est des cellules spécialisées, des globules blancs spécialisés qui produisent ces anticorps et qui arrivent à neutraliser ces agents pathogènes. Joue un grand rôle pour les infections virales, mais peut aussi parfois aider lors d'infections bactériennes. L'inflammation, c'est une réaction défensive de l'organisme. Elle a 2 buts. C'est d'abord d'éliminer la cause de la maladie et rétablir le bon fonctionnement des organes touchés. Elle peut être déclenchée par différentes choses. D'abord, le plus fréquemment, c'est quand même des infections virales, bactériennes ou des parasites. Mais ça peut être aussi des traumatismes, des blessures, des entorses, des coups. Pour la mamelle, par exemple, un coup de corne dans la mamelle qui peut aussi provoquer une enflure dans la mamelle sans qu'on ait nécessairement une infection bactérienne. Ça peut être des toxines chimiques, toxines animales, piqûres d'insectes, pensez aux piqûres d'abeilles, de serpents parfois. Parfois, ça peut être même des toxines qui proviennent d'agents pathogènes. Un exemple, c'est le tétanos. Le tétanos, c'est une bactérie qui se développe dans des petites blessures sans trop de gravité. Cette bactérie se développe, produit une toxine qui va gentiment paralyser les nerfs. C'est le tétanos. Chez les porcs, une maladie qui était très connue mais qui est en train de disparaître parce qu'on a fait la sélection génétique pour que les porcs ne tombent plus malades, c'était l'entérotoxémie due à la bactérie E. coli. La bactérie était en soi pas trop dangereuse, elle produisait une toxine qui faisait une inflammation de différents organes, dont les méninges au cerveau, qui fait que le porcelet commençait à tourner en rond. Ça peut être des influences chimiques qui provoquent aussi des inflammations. On pense à brûlures et des engelures. Comment se déroule une inflammation? Vous avez d'abord irritation des tissus. En réponse à cette irritation, les vaisseaux sanguins dans ce tissu vont augmenter la circulation de sang, vont laisser passer plus de sang, et la perméabilité des vaisseaux sanguins va faire que du liquide va diffuser hors des vaisseaux sanguins, va diffuser dans le tissu, ça va provoquer une enflure. Cette perméabilité va aussi laisser passer plus de globules blancs, pas les globules rouges, mais les globules blancs pourront aussi diffuser dans ce tissu qui est irrité pour essayer d'aller détruire les agents pathogènes qui provoquent ça. Qu'est-ce qui passe dans les tissus endommagés? Il y a d'abord ces fameux anticorps, ces fameuses immunoglobulines qui vont spécifiquement neutraliser les agents pathogènes, virus ou bactéries. Puis ces globules blancs, défense non spécifiques, eux sont capables justement de digérer ces agents pathogènes, d'absorber aussi les toxines, éventuellement des cellules qui sont détruites, endommagées, donc les déchets de ces tissus endommagés vont aussi être digérés par ces globules blancs, et indirectement, ils vont aussi avertir les globules blancs spécialisés de produire des anticorps contre les agents pathogènes qu'eux viennent de détruire, d'absorber. Et comme je l'ai dit avant, il y aura du sérum sanguin. Donc le liquide du sang va diffuser dans les tissus endommagés. Le tissu va donc enfler. Pourquoi cette enflure? Ça permet une meilleure circulation des globules blancs dans ce tissu. Ça permet aussi une dilution des toxines qui sont produites et une meilleure évacuation. Donc ça, c'est tous ces processus inflammatoires qu'on connaît bien lorsque vous avez une enflure, on connaît bien sur la mamelle, mammite aiguë.
Enfin, il y a des substances coagulantes, hein, des plaquettes, les fibrines, qui vont essayer de, d'encapsuler l'inflammation. Cet déroulement de l'inflammation va déclencher les symptômes typiques de l'inflammation, qui sont la rougeur, due à une augmentation de la circulation sanguine, augmentation de la température, aussi due à l'augmentation de la circulation sanguine, les liquides sérum sanguin qui diffusent dans le tissu, ça provoque une enflure. Les tissus irrités, ils vont être douloureux. Et les tissus irrités auront une fonction altérée. C'est donc les 5 symptômes qu'on a déjà vus en première année. La mamite aiguë, c'est l'exemple type. Diffusion de globules blancs, vous avez le nombre de cellules qui augmente, tout simplement. Diffusion de sérum sanguin dans le tissu mammaire, la mamelle va enfler. Diffusion de filaments et de substances coagulantes, ça sera ces fameuses brèches que vous verrez. Vous aurez dans le lait des brèches, des flocons éventuellement. C'est justement ces substances qui vont se mélanger au lait. Augmentation de la circulation sanguine, la mamelle sera chaude. Irritation du nerf, la vache elle aura mal, au moment où vous la trayez, elle va taper. Et invasion de toxines dans la circulation sanguine lorsque la mamite est vraiment sévère, ces toxines vont provoquer de la fièvre. Donc, la mamite aiguë, les symptômes typiques d'une réaction inflammatoire sont présents. Si on compare un tissu sain avec un tissu enflammé, donc un tissu sain, vous avez ici le tissu, ça peut être du tissu mammaire, ça peut être autre chose, ça peut être des poumons, ça peut être le cerveau. Il y a la circulation sanguine qui a pour but d'amener des nutriments, de l'oxygène à ce tissu. Dans cette circulation sanguine, vous avez des globules blancs, vous avez des anticorps, vous avez des filaments de fibrine, vous avez des plaquettes qui circulent. Dans un tissu enflammé, vous avez cette fameuse réaction qui a lieu. Les vaisseaux sanguins laissent passer plus d'anticorps, laissent passer plus de globules blancs, laissent passer des filaments de fibrine pour essayer de délimiter la zone enflammée, pour enrayer les dégâts, les limiter dans la mesure du possible. Et ces globules blancs ont comme fonction justement de capter, détruire les agents pathogènes, éventuellement les toxines qui en résultent. Il y a différentes formes de mamite, on a vu ça déjà dans la matière de première année, on a parlé des fameuses mamites aiguës qui a tous les symptômes d'inflammation, enflure, chaleur augmentée, la douleur, la fièvre, le lait est modifié, que ce soit le test de Chalm, parfois même la consistance du lait est légèrement modifiée, il est plus aqueux, plus liquide. Le test de Chalm est positif, les nombres de cellules sont augmentés. Et forcément, dû à la fièvre, l'appétit est généralement diminué. Puis on a parlé des mamites chroniques, où les symptômes de l'inflammation sont nettement moins visibles, voire ou peu visibles. On peut avoir éventuellement une légère induration de la mamelle, on peut éventuellement avoir un petit peu de brèche, flocon, éventuellement une couleur légèrement jaunâtre du lait, mais le quartier n'est pas fortement enflammé, il n'est pas douloureux, il n'est pas chaud. Le test de Chalm est positif, le nombre de cellules est augmenté. On voit ça sur ce schéma, un contrôle laitier avec des vaches qui ont 400 000 cellules. Là, c'est le lait de mélange de plusieurs vaches. Et là, on voit des cellules nettement augmentées. Ici en détail, on les a classées d'après le nombre de cellules. Ça, c'est une millionnaire. Là, on a 400 000, 300 000. Là, on est à 180 000 et à 122 000 dans la zone, il faut à surveiller, mais qui n'est pas encore vraiment une mamite. Le troisième groupe, dans les mamites chroniques, on met encore un deuxième groupe qui va en dessous, c'est les mamites latentes ou mamites cachées. Ici, le lait, on n'a plus du tout de symptômes d'inflammation. Donc, pas de flocons, pas de légère induration. Le seul symptôme qu'on a, c'est ça. Test de Chalm positif ou nombre de cellules augmenté. C'est ces fameuses mamites cachées qu'on découvrira souvent qu'au contrôle laitier. Ça, c'est une forme de mamite chronique qu'on rencontre. Enfin, une catégorie à part parmi les mamites, c'est les mamites pendant le tarissement. Pourquoi à part? Pardon, l'appétit est normal aussi pour les mamites latentes ou cachées. Les mamites de tarissement,
Souvent, on les loupe, pour la bonne raison que la vache, on s'en occupe plus, elle est tarie. Généralement, les symptômes seraient visibles, mais justement, on ne les voit pas. On a généralement une légère enflure, éventuellement de la fièvre. Le lait, on l'a très plus, mais généralement, c'est du pus qui va se développer dans cette mamelle qui maintenant ne produit plus de lait. L'appétit est généralement normal. On verra après comment on entreprend ces mesures, comment on soigne ces mammites au tarissement. Comment peut évoluer les mammites? Le cas positif, c'est la guérison. Donc les agents infectieux, bactéries, les cellules détruites ont été éliminées par la défense corporelle. La mamelle retrouve sa fonction primitive, produit de nouveau tout son lait. Donc les tissus endommagés se rétablissent, redeviennent de nouveau fonctionnels. Une deuxième évolution possible, c'est la formation de tissus de cicatrisation. Donc le tissu mammaire est remplacé par des cellules cicatricielles. C'est typiquement la vache qui a guéri, mais qui a perdu tout son lait. Ça donne une vache à 3 quartiers. L'enflure diminue, la mamelle redevient plus petite, mais généralement elle perd de sa souplesse et elle produit plus de lait. Ça, c'est la vache à 3 quartiers. Cette formation de tissu de cicatrisation, on l'a fréquemment dans les poumons. Vous avez des lobes entiers de poumons. On parlera ensuite de poumons viandés avec des parts entières de poumons qui sont rouge foncé et qui a que du tissu de cicatrisation dedans. Ça, c'est l'exemple, la vache qui produit plus de lait, la vache à 3 quartiers. Troisième évolution possible, formation d'abcès. On l'a par exemple au nombril, cette évolution. La zone infectée va être encapsulée par un abcès avec des tissus, etc., de la fibrine. Et à l'intérieur de cet encapsulage va se former du pus. Le pus, c'est un mélange de globules blancs, de tissus endommagés, de bactéries. Et il y a sans arrêt une lutte entre les globules blancs et les bactéries à l'intérieur de cette capsule. Et il en résulte la formation de pus. L'exemple au niveau des mammites, c'est souvent les mammites de tarissement qui n'ont pas été décelées à temps et qui se transforment en abcès. C'est ces vaches au tarissement qui ont une mamelle, vous tirez sur le treillon et il n'y a que du pus qui sort. Parfois, c'est 1 ou 2 décis de pus. Et si vous faites ça régulièrement, la quantité va gentiment diminuer, mais c'est vraiment que du pus qui sort. Dernière évolution, qui heureusement est plutôt rare, c'est au niveau des mammites, c'est la fameuse septicémie, c'est-à-dire que les agents pathogènes ne se contentent pas de rester dans la mamelle, ils détruisent la mamelle à tel point qu'ils entrent dans la circulation sanguine et font une infection généralisée qui peut entraîner souvent la mort de l'animal. Ça, c'est parfois des mammites nécrotrisantes qu'on rencontre de temps en temps, malheureusement. C'est la vache qui a un gros quartier, la mamelle, le treillon devient bleuâtre, froid, ça veut dire que tout ça se nécrose déjà. Les tissus sont tellement endommagés que les toxines circulent dans le sang. C'est des vaches qui généralement ne s'en remettent pas, qui soit on les euthanasie, soit elles périssent dans l'espace de 12, 24 ou 36 heures. Dans les quelques rares cas que j'ai vécu qui sont remises, tout ce tissu mort est ensuite tombé. Vous avez un gros trou à la place de la mamelle. Hein, et puis, avec les mois qui suivent, gentiment, la peau se reforme et puis la vache a plus que 3 quartiers. Soigner les animaux souffrant de mammites. On a vu que la majorité des mammites sont d'origine infectieuse. Plus précisément, il s'agit de bactéries. On peut préciser le diagnostic en faisant une analyse bactériologique du lait. C'est vraiment facile à faire pour le lait. Il faut faire un prélèvement qui soit fait correctement. C'est vraiment une des pathologies où il est facile de faire une analyse bactériologique. On peut en plus éventuellement effectuer un antibiogramme. Donc une fois que le microbiologue a déterminé quelle bactérie est présente, il va mettre cette bactérie en présence de différents antibiotiques et voir quel antibiotique est encore efficace. Ça s'appelle un antibiogramme. Donc c'est tester la sensibilité aux différents antibiotiques. Puis, une fois qu'on a le diagnostic, on sait quelle bactérie est présente, qu'on sait contre quel antibiotique il est encore sensible, on va pouvoir faire un traitement local, donc employer des injecteurs antibiotiques. Dans le prélèvement, lorsqu'on fait un prélèvement du lait, il faut être très propre. Si vous n'êtes pas assez propre, vous allez avoir dans votre prélèvement plein de bactéries de l'environnement que vous avez sur vos mains, que vous avez sur la peau,
qui vont grandir sur la plaque qu'on met en culture et qui vont empêcher de voir les bactéries pathogènes qui sont dans le lait. Donc, lavez la mamelle, bien nettoyer. Normalement, on devrait travailler avec des gants, donc l'image n'est pas idéale ici. Lavez le bout du sphincter, tirez les premiers raies, non pas dans le tube, mais dans la palette du diététichalm, parce que les premiers raies, on l'a dit avant, vous aurez plus de bactéries dedans. Puisqu'on est en train d'évacuer la couche supérieure des cellules qui sont dans le canal, là, il y aura forcément plus de bactéries. Donc, le premier rai, on tire à part, puis on tire un rai en visant dans le tube, en tenant le tube le plus horizontalement possible. Si vous le tenez verticalement, il y a la poussière, la saleté qui peut tomber dans le tube et qui va fausser votre analyse. Donc, tenir-le le plus horizontalement possible, sans toucher le bord, et puis on referme avec le bouchon. Donc, si on travaille proprement, on arrive vraiment à avoir une culture bactériologique qui sera riche en informations. Et moi, j'ai eu des clients qui ont fait des prélèvements où finalement le lait était stérile. Donc, on n'avait pas vraiment d'infection bactérienne, malgré la présence d'une mamite. Mais ça prouvait qu'ils ont fait du bon travail puisqu'il n'y avait pas de bactéries qui ont grandi. Donc, c'est possible de faire des prélèvements de façon plus propre possible. Le microbiologue, il va ensuite étendre une fine gouttelette de lait sur une plaque de culture, qu'on voit ici. Il va mettre à incuber cette plaque environ 1 à 2 jours, à la température de 36 degrés environ, et les bactéries vont commencer à se multiplier et former ce qu'on appelle des colonies. Ça, c'est une colonie. En fonction de la couleur de la colonie, de comment elle interagit avec le milieu qui le nourrit, le microbiologue il pourra dire c'est telle et telle bactérie. Là, c'est un milieu de culture qui contient du sang. Hein, et on voit que cette bactérie elle est en train de digérer le sang. Donc ça, c'est une bactérie hémolytique. Et en fonction de ça, le microbiologue il pourra dire quelle bactérie c'est. Alors la vidéo, on va passer par-dessus. Les agents infectieux les plus fréquents, on en reparlera en troisième année un petit peu. Tout d'abord, le streptocoque agalaxiae. Ça, c'est un agent qui se transmet surtout de vache en vache. Il est souvent lié aux vaches, il se transmet pendant les traites. Donc, transmission facile, c'est un agent pathogène qu'on avait assez fréquemment jusqu'à 15 ou 20 ans, qui a pas mal disparu, heureusement, parce que ça, typiquement, ça faisait des mammites cachées ou chroniques, donc avec relativement peu de symptômes, pas de fièvre, par contre, une forte baisse au lait. Évidemment, les cellules augmentées, les streptocoques agalaxiae. Deuxième agent qui fait partie du même groupe, donc des agents liés, des bactéries liées plutôt à la vache, c'est ce fameux Staphylocoque doré ou Staphylococcus aureus. Aureus, ça veut dire doré en latin. Et ça, c'est souvent la cause d'infections latentes ou cachées. On en reparlera plus tard. C'est un gros problème, difficile à reconnaître, pas de fièvre. Le lait est souvent normal, sans brèche. Le seul symptôme que vous avez, c'est les cellules augmentées. Par contre, ils se transmettent très facilement pendant la traite, par les mains du trayeur, par le manchon, et ça peut être un gros problème d'exploitation. Il y a ensuite d'autres streptocoques qui sont la cause d'inflammation souvent parfois visibles, hein, parfois vous avez des altérations, éventuellement des brèches, éventuellement un petit peu de fièvre, les cellules sont augmentées. Actuellement, on parle souvent du Streptococcus uberis, qui était relativement rare jusqu'à une dizaine d'années, mais qui est en forte augmentation. Streptococcus uberis, difficulté, on a beaucoup de peine à le soigner. Ces streptocoques sont plutôt des gènes d'environnement, donc pas directement liés à une vache qui est contaminée, mais plutôt qui sont dans l'environnement, présents dans l'environnement, et qui peuvent rentrer dans la mamelle suite à différentes erreurs. Affaiblissement du sphincter, erreur au niveau de la technique de traite, éventuellement entre les traites, une vache qui se traite, qui va se coucher dans un milieu qui n'est pas optimal, et qui permet à la bactérie de remonter dans le canal et de faire ses infections entre les traites ou des fois aussi pendant la traite. Dernier agent que je vais citer ici, E. coli. Et pour Escherichia, c'est très souvent l'agent pathogène qui provoque ces mammites aiguës avec 42 fièvre, quartier dur, quartier douloureux, etc. 9 fois sur 10, lorsqu'on fait un prélèvement sur une mamite aiguë, on a du E. coli. C'est les agents qu'on trouve dans l'environnement, on les trouve dans les selles, c'est normal qu'ils soient présents. C'est typiquement la bactérie qui pénètre entre les traites dans la mamelle. Une fois qu'elle a réussi à rentrer et puis que la vache est un peu affaiblie, elle fait ces fameuses mammites aiguës.
Assez gratifiante à soigner, généralement, si on s'y prend assez tôt, ces mammites à coli sont assez vite guéries. On les élimine beaucoup plus rapidement que, par exemple, les Streptococcus tuberis. Par contre, la mammite est sévère. Et si vous êtes trop tard avec le traitement, on verra ça plus tard, par contre là, ça va faire des dégâts de tous les tissus mammaires, ça peut faire une vache à 3 quartiers. Donc important pour les mammites aiguës à E. coli, les reconnaître rapidement et les traiter rapidement. Là, on a parlé de bactéries surtout. On peut avoir parfois des mammites à levure. La levure n'est pas une bactérie, c'est un champignon. Gros problème, vous n'avez aucun médicament que vous pouvez mettre localement pour les combattre. Là, on emploie des antibiotiques. Si vous employez des antibiotiques chez les levures, ça ne va rien faire. Voire même, ça aggrave la chose. Là, de nouveau, ces levures, elles rentrent par le canal du Treillon et c'est pas rare que c'est des manipulations au niveau du canal du Treillon qui font que la bactérie remonte dans le quartier. Donc ça, c'est des bactéries, alors que l'autre, on a une levure. Lorsque vous soignez une mammite, généralement, vous allez appliquer des injecteurs intramammaires. Hein. La Suisse est championne pour ça. En Europe, on est les plus grands consommateurs d'injecteurs mammaires par vache. Important, toujours bien désinfecter le treillon avant d'injecter l'antibiotique. Si vous ne faites pas cette désinfection, vous risquez justement d'amener avec l'antibiotique éventuellement des levures. Donc vous mettez un antibiotique, vous amenez les levures avec et finalement vous avez une mammite à levure. Donc bien désinfecter le bout du treillon. On peut, ce n'est pas une obligation, mais on peut rendre la pointe de l'injecteur glissante en pressant un peu de contenu hors de la pointe, puis introduire délicatement la pointe dans l'injecteur. Le problème, c'est que si vous allez trop haut, d'abord, vous allez emmener peut-être plus d'autres germes, de levure dans le treillon, et le risque est aussi qu'avec l'embout, vous blessiez éventuellement la muqueuse à l'intérieur du treillon. Donc, le moins on va profondément dedans avec l'embout, moins on a de risque d'amener des blessures et des levures dans le treillon. La plupart des injecteurs sont, le capuchon est en deux parties. Il y a une petite partie, un petit embout que vous pouvez enlever et finalement l'avantage c'est que vous allez beaucoup moins profond avec votre pointe et vous risquez de moins de faire de blessures. Donc, si possible, n'enlevez que le petit embout lorsque vous injectez, avec en plus l'avantage que vous pouvez bien vous appuyer avec le deuxième capuchon qui reste sur le bord du canal. Pourquoi il y a quand même deux embouts? Si vous avez une blessure du treillon et que toute cette zone-là est enfle, à ce moment-là, vous aurez besoin du long embout pour appliquer. Si vous employez que le court embout, à cause de l'enflure, au moment où vous injectez, tout ressort. Donc, vous serez obligé d'aller plus loin. Si ce n'est pas nécessaire d'aller plus loin, essayez d'aller le moins profond possible avec votre pointe. Une fois que vous avez injecté le contenu de tout l'injecteur dans le treillon, on va masser, en bouchant le canal, masser le contenu du treillon vers le haut de la mamelle pour mieux le répartir. Comment est-ce qu'on prend en charge ces mammites? Lors de mammites aiguës, première étape, mesurer la température. On a vu ça en première année. S'il dépasse 39,2, faire appel au vétérinaire. Que peut faire le vétérinaire que vous ne pouvez pas faire vous-même? Ça serait des injections intraveineuses d'anti-inflammatoires, éventuellement d'antibiotiques pour aussi attaquer l'infection, pas seulement par en bas, par un injecteur intramammaire, mais aussi par voie sanguine par en haut. Juste ça, si le vétérinaire arrive, vider souvent le quartier, souvent la mamelle, si possible toutes les heures, afin d'évacuer ces bactéries qui sont en train de se développer, d'évacuer les toxines produites par ces bactéries pour diminuer l'infection. Ensuite, je l'ai dit avant, plus le traitement intervient tôt, meilleures sont les chances de guérison. Et c'est parfois le problème dans les robots de traite, où on voit qu'une vache ne pas aller se faire traire après 12, 15 heures, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et en fait, elle a une mamite aiguë depuis peut-être déjà 10, 12 heures. Et on est parfois déjà trop tard. Pour les mammites chroniques, la vache mange, elle n'a pas de fièvre généralement. Donc là, on peut se permettre de faire une analyse du lait avant de faire un traitement pour savoir quel agent pathogène, quelle bactérie est présente, être plus précis dans les traitements. C'est surtout valable pour les staph dorés. Dans les mammites aiguës, on conseille aussi de faire un prélèvement de lait, de mettre ce prélèvement de lait de côté, éventuellement le congeler, de faire un traitement et si le traitement ne marche pas, d'analyser le lait. Donc pour les mammites chroniques, je reviens, traitement après avoir consulté le vétérinaire pour le bon choix d'antibiotiques. Les mammites latentes ou cachées, où le seul symptôme c'est trop de cellules,
Là, c'est vraiment important de faire cette analyse bactériologique, vérifier tout le cheptel, voir où on en est, est-ce qu'il y a déjà une forte contamination dans le cheptel, avec test de Chalm, éventuellement analyse bactériologique. On arrive à ces fameuses mammites pendant le tarissement, qui sont souvent reconnues trop tard parce qu'on ne s'occupe plus de la vache. Si on a de la fièvre, on la traitera comme une mamite aiguë, donc faire appel au vétérinaire qui devra faire un anti-inflammatoire, des antibiotiques éventuellement par voie intraveineuse aussi. Par contre, si la vache n'a pas de fièvre, on s'est aperçu que la bonne méthode, c'est de vider plusieurs fois par jour ce quartier. Il y aura souvent que du pus qui sort, mais vraiment vider cette saloperie plusieurs fois par jour. Le soir, administrer un injecteur avec l'antibiotique. Le lendemain, on revide plusieurs fois. Et si vous faites ce traitement à suivre sur 2-3 jours, gentiment, l'infection, le pus, l'abcès se vide, l'infection disparaît. Une fois qu'on n'a plus rien qui sort, on remettra éventuellement un tarisseur antibiotique et après, on devrait attendre la mise bas pour savoir si les dégâts étaient gros, irréversibles, ou si la mamelle va se remettre. Mais c'est une méthode qui marche pas mal sur ces mammites pendant le tarissement sans fièvre. Prendre la vache dedans, évidemment, la bloquer et la vider plusieurs fois par jour. Sortir cette saloperie. On vient à un chapitre qui est le plus important, c'est la prévention. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. On l'a dit en début de vidéo, la voie d'infection de ces bactéries, c'est presque toujours par le canal du Treillon. D'où l'importance de bien garder cette zone le plus sain possible. Donc, c'est un Treillon sain, un canal sain qui vous permet de bien prévenir ces infections. Il ne faut pas affaiblir ce canal. Qu'est-ce qui peut affaiblir ce canal? Ça peut être des blessures du Treillon, souvent elles sont invisibles. Ça peut être des faiblesses du sphincter, un sphincter qui ne ferme pas assez le canal entre les traites. Ça peut être des problèmes pendant la technique de traite à vide, dépression trop élevée. On verra après ces différents facteurs en quoi est-ce qu'ils affaiblissent le canal du Treillon. Mais ça peut être aussi pendant la traite une remontée de lait contaminé dans le Treillon. Ça s'appelle le fameux reflux. Et on a parlé avant des mammites liées à la vache, staph doré, streptocoque agalaxiae. Eh bien, c'est souvent pendant la traite qu'une vache s'infecte suite à la traite de la vache précédente qui, elle, était déjà infectée. Donc, on peut avoir des remontées de lait contaminé, du reflux de lait pendant la traite. Ces reflux peuvent être favorisés par un mauvais écoulement du lait, conduite trop petite ou bien la griffe qui est trop petite, ou une dépression insuffisante dans la conduite, donc le lait n'est pas bien évacué, ou des entrées d'air à partir d'un autre manchon. Prévenir les mammites, c'est donc aussi renforcer le Treillon. Comment est-ce qu'on peut le renforcer? En faisant ce fameux trempage. Le trempage du Treillon à l'issue de la traite va d'abord désinfecter la peau qui va être trempée, donc on diminue le nombre d'agents infectieux sur cette peau, et on va aussi faire un petit film qui va protéger le canal des infections. Il ne faut pas se leurrer, cette protection ne va pas durer tout l'espace intervalle entre les traites, mais pour les premières heures, ça va bien aider. C'est important aussi pour que ce film protecteur se mette bien en place, que la vache reste debout dans la prochaine demi-heure qui suit la traite pour avoir vraiment cette protection. Cette prochaine demi-heure va aussi garantir que le muscle se recontracte et referme bien le canal. D'où l'importance de garder les vaches enfermées au cornalis pour bien la première demi-heure après la traite pour tous ces processus de protection du Treillon aient aussi lieu. L'hygiène est évidemment aussi importante pour avoir un bon Treillon. On vient aux blessures du Treillon. Ça peut être ce qui provoque des affaiblissements du canal. La cause, c'est souvent la vache qui le fait elle-même. Elle se marche elle-même dessus. C'est beaucoup moins souvent, comme on le croit, la vache voisine qui l'a marché dessus. Souvent, c'est simplement un écrasement sans de blessure ouverte. Donc, la peau est légèrement enfle, la blessure, elle est cachée. C'est la muqueuse qui est abîmée, qui est affaiblie. Du moment que la muqueuse du canal est affaiblie, elle laisse remonter beaucoup plus facilement les bactéries. Ces blessures cachées, souvent, on les verra au moment de la traite, qu'il y a un quartier qui se vide moins bien, ou éventuellement la vache a mal et puis elle tape. Le traitement, ne jamais tenter une intervention soi-même, on serait tenté de prendre une aiguille, d'aller percer ce canal, de l'ouvrir. Le risque qu'on amène justement
des levures ou d'autres bactéries dans le quartier, il est très grand. Donc, ça sera plutôt le vétérinaire qui devra faire ces traitements. La méthode la plus favorable, c'est de ne pas traire cette vache pendant 3 à 5 jours afin que cette blessure puisse guérir. C'est une bonne méthode qui marche bien. Malheureusement, elle est difficile à appliquer. Ça demande une hygiène très stricte. Le Tierspital fait ça fréquemment, seulement eux, ils ont des conditions optimales pour faire ça. Le fait de ne plus traire la vache pendant 3 ou 4 jours, s'il y a quand même des bactéries pathogènes dans la mamelle, bien, ces bactéries ne sont pas évacuées, elles vont faire une mamite. Ça demande vraiment une hygiène très stricte, mais ça serait la meilleure méthode. Je reviens vite en arrière. L'alternative à ne pas traire du tout la vache, c'est que sur un trayon, une blessure du trayon, au lieu de mettre la machine qui va de nouveau irriter le canal, hein, la machine va tirer dessus, eh bien, le trayon blessé, on va non pas le traire avec la machine, mais on va simplement, pendant la traite des 3 autres quartiers, mettre une sonde treilleuse. Donc, pour limiter la manipulation de ce trayon. Donc, mettre une sonde treilleuse, à nouveau, l'hygiène est très importante. Bien nettoyer l'embout du canal avant d'introduire la sonde. Puis, en principe, c'est des sondes à usage unique. Donc, on emploie une sonde et on la jette. Si c'est une sonde métallique, vous pouvez, en traite, la stériliser à l'eau bouillante pour qu'elle soit de nouveau stérile lorsque vous l'impliquez sur la traite suivante. Hein. Et pendant que la vache s'extrait, vous laissez le quartier se vider par cette sonde sans qu'on manipule le trayon. Ça favorisera la guérison, la diminution de l'enflure et le rétablissement de cette muqueuse qui a été blessée. Prévention des blessures du trayon, des stabulations entravées ou libres qui sont toujours adaptées aux animaux. C'est surtout la largeur et la longueur des couches qui sont importantes. Arrondir l'arrière des couches, éviter les grilles, ça disparaît de plus en plus, mais c'est vrai que les exploitations qui avaient en stabulation entravée des grilles derrière leurs vaches, il fallait compter que chaque année, ils avaient 2 ou 3 méchantes blessures du trayon. La vache couchait trop en arrière, le trayon était pris sur la grille, elle se coinçait éventuellement le trayon entre la grille et le jarret en se levant, et c'était des grosses blessures. Litière généreuse, avec beaucoup de paille, on devrait éviter trop de sciure. On sait que la sciure peut irriter un peu le canal et favoriser l'émergence des infections. On a vu que des sphincters trop faibles peuvent être des problèmes de mamite. Sphincter trop faible, facile à reconnaître. Vous avez soit des pertes de lait avant la traite, la vache qui se traite avant traire, ou même qui se perd du lait entre les traites, un haut débit. La conséquence, eh bien, le canal n'est pas suffisamment fermé entre les traites, ce qui va faciliter l'invasion des bactéries. Mais on peut avoir aussi le problème d'un sphincter trop puissant. Facile à reconnaître, on aura un bas débit. Conséquence d'un sphincter trop puissant, les traites sont trop longues, donc on va faire de la traite à vide. Donc vous allez traire, la machine à traire va tirer sur ce canal, il n'y a pas de lait qui passe, donc gentiment le canal va être irrité. Traite trop longue, l'action de l'oxytocine disparaît, mauvaise décharge du lait, et ça va faire une irritation du canal, ça va l'affaiblir, ça va favoriser la remontée des bactéries et des mamites. Pour ces sphincters, eh bien, dans la prévention, c'est uniquement par l'élevage qu'on peut faire du travail. Je dois dire qu'on a fait du très bon travail aujourd'hui. Les taureaux sont testés quant à leur aptitude à la traite. Donc, les filles de taureaux qui se traitent trop vite, ben, on élimine le taureau. Les filles de taureaux où le débit est trop bas, on l'élimine aussi. Donc, les taureaux étaient soumis à l'aptitude à la traite. C'était une bonne sélection. On a beaucoup moins de problèmes au niveau de ces sphincters depuis qu'on fait l'insémination artificielle. Prochain problème, et là c'est le trayeur qui joue un très grand rôle, c'est la technique de traite qui n'est pas adaptée. On a déjà parlé un peu de la traite à vide sur les sphincters qui sont trop puissants, hein, les canaux des vaches qui vont trop long à traire. La traite à vide va justement irriter ces trayons. Dépression trop élevée aussi. Comment est-ce que la peau du canal va réagir? Au lieu d'avoir un trayon sain où on devine à peine l'entrée du canal, eh bien, la peau va réagir en produisant plus de cornes. On aura une hyperkératinisation de cette zone-là. On voit qu'ici, cette corne est encore plus abondante. Elle commence à capter la saleté. Elle ne se nettoie pas comme il faut. Qui dit saleté veut dire aussi beaucoup plus de bactéries. Là aussi, des cornes avec des micro-crevasses qui se mettent en place, ça veut dire beaucoup plus de bactéries. Là, on voit le cas extrême avec carrément un bourrelet de cornes tout autour du canal. Eh bien, c'est clair, ce canal-là, il n'est certainement pas sain.
Ici aussi, on voit probablement traite à vide ou surtraite avec comme réaction ces bourrelets qui se forment. En schéma, si on regarde plus à l'intérieur du canal, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est avec très peu de lésions, ça sera que la peau externe qui est vraiment touchée. Ici, les lésions sont un peu plus importantes. Le premier tiers du canal est aussi déjà enflammé, irrité, de moins bonne qualité. Dans le cas extrême, on voit ici, tout le canal est affaibli, y compris la première partie de la muqueuse interne. C'est clair qu'une muqueuse telle que celle-ci, elle laissera remonter les bactéries. Ça sera la voie d'entrée pour des infections bactériennes. Donc, c'est mauvaise technique de traite, production excessive de peau, de cornes au niveau de ce canal. Prévenir les mammites, on voit d'abord que les mammites aiguës sont souvent moment d'infection entre les traites, à cause de blessures, d'affaiblissement du canal. D'où l'importance d'avoir aussi une bonne technique de traite pour ne pas affaiblir ce canal. Donc, pas de traite à vide, bonne dépression. Si vous avez des blessures du trayon, d'abord les éviter, les soigner. Et puis, le trempage des trayons apporte évidemment beaucoup pour ces infections entre les traites, en tout cas pour les premières heures. Un bon trempage protège de nouvelles infections dans les premières heures. Et du moment que la vache ensuite va se recoucher dans sa loge, etc., il ne faut pas se leurrer, le trempage ne va pas non plus la protéger sur des jours entiers. Ça sera vraiment une protection dans les premières heures, mais qui sont aussi importantes. C'est dans les premières heures, lorsque le canal n'est pas entièrement fermé, que le risque d'invasion de bactéries est aussi plus élevé. Pour les mammites chroniques, l'infection peut venir soit entre les traites, on a vu ces germes d'environnement, Streptococcus uberis, les autres streptocoques par exemple, ou d'autres staphylocoques, ça peut être entre les traites, et là c'est aussi la même prévention qui est appliquée que pour les mammites aiguës, ou alors ça peut être pendant les traites, et là c'est très important d'éviter justement ces reflux, d'avoir une bonne hygiène de traite. Les mammites cachées, ça peut être aussi souvent pendant les traites qu'elles surviennent, pensez à Staph doré. Donc il ne faut pas seulement éviter le reflux, avoir une bonne hygiène de traite, aussi éviter la propagation. Empêcher la propagation pour les mammites latentes ou cachées, d'abord effectuer le test de Chalm ou déterminer le taux de cellules de chaque vache. Le test de Chalm, le taux de cellules, ça reste quand même un excellent indicateur de la santé mammaire. Une fois que vous avez ces cellules, ce test de Chalm, introduire un ordre de traite, c'est-à-dire on va traiter les vaches contaminées, pas en même temps que les vaches malades. Donc, traire d'abord les vaches saines, puis les vaches infectées. Si ce n'est pas possible de faire deux groupes, eh bien, on devrait traire avec toujours avec le même manchon les vaches malades et avec un autre manchon les vaches qui sont saines. On peut effectuer une analyse bactériologique du lait des vaches positives au test de Chalm. Ça vous donnera l'indication de quelle bactérie est responsable de ces mammites latentes. En fonction du résultat, un traitement antibiotique. En fonction des résultats de l'analyse, revoir l'ordre de traite. Vous pouvez très bien avoir des vaches qui sont un peu trop hautes en cellules, qui en montrent au test de Chalm, mais qui ne sont pas nécessairement infectées. Donc, il ne faudra pas les garder avec le groupe des vaches qui sont infectées. Vérifier l'installation de traite. Souvent, ces mammites latentes, l'élément déclencheur, c'est un problème dans l'installation de traite. Ça peut être des courants vagabonds, donc refaire le service. Moi, dans les exploitations, j'ai des problèmes de mammites latentes. La première question que je pose à l'agriculteur, c'est savoir quand est-ce que tu as fait ton dernier service, la machine à traire. Et s'il était depuis plus de 6 mois, je lui conseille de le refaire. Et je dirais 4 fois sur 5, il y avait un problème au niveau de la traite. On corrigeait ce problème et au bout de 2 à 3 semaines, le problème disparaissait de lui-même. Donc, reconnaître ses erreurs, les corriger. Attention lors d'achat, je pense surtout à Staph doré. Effectuer une analyse bactériologique du lait avant l'achat. Et là aussi, de plus en plus d'agriculteurs, lorsqu'ils achètent une vache pour la traire, exigent une analyse bactériologique en même temps que l'achat. Les Staph dorés sont vraiment un gros problème, donc on va passer un peu de temps sur ce sujet-là. Pourquoi est-ce que les Staph dorés sont craints? Donc Staph aureus, c'est un synonyme. Ils sont très craints. D'abord, ils peuvent, via le manchon ou les mains du trayeur, contaminer tout le troupeau en peu de temps. J'ai une exploitation qui était très bonne en cellules, et en l'espace de 3 mois, il a passé de 80 000 à 250 000. On a commencé à chalmer toutes les vaches, les 2 tiers réagissaient au test de Chalm, on a fait des prélèvements de lait, et bien,
En l'espace de 3 mois, par une vache qu'il avait achetée, il avait contaminé les 2 tiers de son troupeau. Et c'était tout du staph doré. Ce qui était par contre relativement positif dans cette exploitation, comme c'était une exploitation qui était fraîche, récente, on a traité aux antibiotiques et en l'espace d'à peu près 2 mois, on a réussi à assainir tout le troupeau sans devoir éliminer des vaches, à une exception près. Donc, vraiment, ces staph dorés se transmettent facilement pendant la traite. On peut aussi avoir des vaches à faible taux de cellules, donc qui sont en dessous de 150 000, et qui sont quand même porteurs du staph doré. C'est l'exception, mais ça peut arriver. D'où l'importance de faire beaucoup d'analyses bactériologiques du lait. On peut avoir des primipares qui déjà au vélage sont porteuses. Autre problème avec cet agent pathogène, avec cette bactérie, elle forme des micro-abcès dans le tissu mammaire. Donc, qui veut dire abcès? Ça veut dire qu'on a de la peine à arriver avec un antibiotique pour le combattre. Donc, c'est souvent difficile à traiter. C'est pas rare que ces staph dorés soient déjà résistants aux antibiotiques. C'est le gros problème en médecine humaine. Souvent, c'est les staph dorés multirésistants qui posent des problèmes d'infection chez l'homme. À cause de ces micro-abcès, pendant la lactation, le taux de guérison est pas satisfaisant. Il n'y a que lors de 50%, c'est vraiment pas évident de les combattre, de les guérir. Par contre, pendant la phase de tarissement, le taux de guérison est meilleur. Pourquoi? Chaque fois qu'un de ces micro-abcès s'ouvre, si l'antibiotique est présent, ben, la bactérie est détruite. Et comme l'antibiotique tarisseur, il ne fait pas effet que 2 ou 3 jours, mais plusieurs semaines, la chance qu'on arrive à attraper ces bactéries dans ces micro-abcès, elle est beaucoup plus élevée. Donc c'est vraiment pendant le tarissement, avec des antibiotiques, les tarisseurs antibiotiques, qu'on a la meilleure chance de guérison. Éviter les infections à staph doré. On l'a vu avant déjà, effectuer test de Chamme, introduire un ordre de traite, analyse bactériologique du lait des vaches positives, traitement antibiotique. Une fois que vous avez fait ce traitement, il faut vérifier le résultat. On a vu qu'il n'y a qu'une vache sur 2 qui réagit positivement. Donc, environ 2 semaines après le traitement, refaire une analyse bactériologique du lait, voir s'il est guéri. On considère qu'une vache staph dorée n'est guérie que lorsqu'elle a eu 2 analyses bactériologiques négatives. Si elle est guérie, revoir l'ordre de traite. Il faut la changer de groupe s'il est guéri, il ne faut pas qu'elle se recontamine, c'est logique. Si le traitement était inefficace, si la vache est portante, on va la garder jusqu'au tarissement et faire une nouvelle tentative au tarissement. Lorsque cette vache est LVL, c'est important de faire une analyse bactériologique du lait. Si elle est toujours positive au staph doré, le mieux c'est de l'éliminer. Il y a une stratégie que certains préconisent, que systématiquement d'éliminer toutes les vaches à staph doré. C'est possible s'il n'y en a que quelques-unes dans votre exploitation. Par contre, s'il y a, comme l'exploitation que j'ai évoquée avant, les 2 tiers qui sont positives, c'est un petit peu difficile à appliquer. Puis ensuite, c'est peut-être aussi la meilleure vache d'écurie qui a des staph dorés. Ça fait un peu mal de devoir s'en éliminer, parce que vous éliminez aussi la meilleure génétique que vous avez dans l'exploitation. Mais quand même, une vache que vous avez essayé de soigner pendant la lactation, que vous avez soignée au tarissement, mais qui est toujours positive, ça c'est à éliminer parce qu'elle constitue un danger pour les autres. Prochain sujet, on a parlé des mammites au tarissement. Comment est-ce qu'on peut éviter ces mammites? Le problème du tarissement, on ne vide plus la mamelle. Donc, des bactéries biogènes, des bactéries qui sont sans arrêt en présence sur la peau externe, franchissent éventuellement le canal, infectent la mamelle. D'où l'importance, dans les 2 premières semaines de tarissement, de faire ce fameux contrôle journalier. Donc, journalièrement, vous devez contrôler cette mamelle, voir est-ce qu'elle est grossie, est-ce qu'elle est dure, et tout se passe bien. Puis, pendant les semaines suivantes, contrôle tous les 2-3 jours. On a vu dans la phase de préparation à la mise bas, les 2 dernières semaines avant le mélange, on va nous faire un contrôle journalier quand la mamelle se réactive. Application de tarisseur uniquement chez les vaches qui ont des mamelles malades. Vous n'avez plus le droit d'appliquer des antibiotiques préventivement. On se dit, voilà, je vais tarir la vache, je m'en fous, est-ce qu'elle a des cellules ou pas, je mets l'antibiotique. S'il n'a pas de bactéries, ça veut dire que s'il n'est pas infecté, vous faites une prévention. Vous n'avez plus le droit d'employer des antibiotiques à titre préventif. Donc, les vaches qui réagissent positivement au test de Chalm ou qui ont plus de 150 000 cellules. On peut aussi faire la moyenne des 3 derniers contrôles. Il faut que cette moyenne des 3 derniers contrôles soit inférieure à 150 000 cellules. Ensuite, les vaches qui ont eu pendant la lactation plusieurs fois des problèmes de mamelles ou de trayons.
et les vaches chez lesquelles une infection a été diagnostiquée, par exemple Staphylococcus et qui n'ont pas, le traitement n'a pas donné satisfaction pendant la lactation. On a une alternative aux tarisseurs antibiotiques, c'est les fameux obturateurs qui n'ont pas d'antibiotiques, mais qui vont faire vraiment fermer mécaniquement le traitement. Voilà, je vais m'arrêter ici. Ça fait déjà une vidéo bien assez longue. Pour les autres maladies infectieuses de la vache, on va faire une autre vidéo. Merci pour votre attention. Bonne fin de journée.